Il est temps maintenant de passer à notre Let's Talk avec Curtis. Et pour cette première question de cet entretien avec toi, comment tu en es arrivé à écrire ton livre? Déjà, présente-toi et ensuite raconte-nous un petit peu ton parcours et ton histoire parce que finalement, il y a quelque chose d'assez inspirant. Déjà, à mon niveau aussi, je t'en parle, genre, et tout le monde le sait. Donc voilà, on aimerait bien un petit peu savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce livre et comment le football a pu t'influencer aussi dedans. Alors, moi, depuis que je suis enfant, j'aime beaucoup les histoires, raconter des histoires et autres. Donc, j'ai commencé par des dessins. Ensuite, on avait eu un atelier à l'école primaire où il fallait faire une première de couverture d'un journal. Mhm. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, c'est beau. C'est magnifique. Donc au collège, j'ai commencé à faire des BD. Je sais pas dessiner, donc je vais pas montrer de photos ou autre. Je vais rien sortir, c'est des dossiers. Donc j'ai commencé à faire des BD et autres. Et en fait, cette histoire de BD s'est terminée en 2016, donc il y a 7 ans environ, quand je me suis dit qu'il était temps d'écrire un roman, parce que pour la petite histoire, au lycée, j'ai fait un bac littéraire. Donc j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup jouer avec les mots et autres. Ouais. Donc cette histoire en fait que j'ai faite en BD, j'ai décidé de la mettre ici, dans ce livre, de la compiler. Donc pour mes inspirations de cette histoire, on a beaucoup de mangas, parce que j'ai voulu en fait me baser plus que les autres auteurs qui ont cette inspiration fantaisie occidentale et autres. Moi, j'ai voulu en fait aller piocher du côté asiatique. Plus shonen ou seinen? Non, plus shonen, parce que j'aime en fait cette idée du dépassement de soi, du parcours initiatique avec le personnage principal. Donc, on est plus sur un côté shonen, avec une touche de comics, parce que j'aime bien en fait cette idée d'avoir des personnages qui ont tous une histoire marquante, parce que quand on lit un comics, que ce soit un héros ou un vilain, ils ont tous une histoire, ils ont tous Ouais. un point d'origine, c'est comment ils ont eu leur pouvoir. Ouais. Donc c'est comme ça que sont nés les héros ou les vilains dans les comics. Et donc moi j'aime bien en fait pour chaque personnage dans mon histoire personnellement d'avoir ce point d'origine de comment ils en sont arrivés à ce qu'ils sont maintenant. Donc voilà. Maintenant, concernant l'inspiration qu'il y a pu y avoir pour le foot, avant que je parle dans les détails du livre, je suis un très très grand fan de Chelsea, donc c'est pas une surprise pour tout le monde, mais pour ceux qui me connaissent pas, c'est bien de le dire. Et étant donné que nous sommes dans un pays fictif, j'y reviendrai quand je vais présenter le pays, j'ai voulu en fait mettre beaucoup de Chelsea dedans. C'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle Chelsea, qu'on a Oui. des quartiers qui sont tirés du stade de Chelsea, Le quartier de Stamford. le quartier de Stamford, le fameux, Ouais. et avec la vallée du Shed. Oui. Voilà. Et on a le maire qui s'appelle comme l'ancien propriétaire que tu coupes avec la fameuse Marina, qui, pour la petite histoire, est la femme que j'aurais voulu avoir et que je n'aurai jamais, et qui en plus nous a quittés. Elle n'est pas morte, mais voilà, elle est partie. Donc le football, en termes d'inspiration, s'arrête en tout cas pour l'instant là-dessus, mais il y aura d'autres inspirations, notamment le sport national du pays, dont je ne peux dire des choses pour l'instant. Donc de quoi on parle depuis tout à l'heure? On parle du premier roman d'une saga de science-fiction fantasy. La cible, c'est Young Adult, donc c'est à peu près à la sortie du collège, on est sur 13-14 ans, et jusqu'à ce que il n'y a pas d'âge limite au final. C'est quand on est un grand enfant de 50, 60, on peut lire, Ouais. 40, 30, mais généralement, en grande majorité, quand on a passé 30, 35 ans, on aime bien les romans contemporains, donc qui parlent de la vie de tous les jours, qui sont pas des fictions, mais bon, on a toujours des grands enfants. Donc l'histoire, c'est que nous sommes dans un pays fictif qui a été fondé par Peter Pevery, qui est la figure en fait de cette histoire, qui a pu fonder en fait le pays de Spéroland avec des pouvoirs, en tout cas c'est ce qui est dit dans la légende, parce qu'il a pu repousser les colons d'une manière surprenante pour la force qu'ils avaient à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, le jeune Chris Riders, qui est le héros du roman, grandit avec ces histoires racontées par son ami Sonny. Et lorsque Chris grandit, il se rend compte que ces histoires sont réelles
et que l'héritage de Peter Pevery, ce qu'il a laissé derrière lui, cette puissance existe et que les Challengers, qui sont eux aussi dotés de pouvoir, sont à sa recherche. Voilà un petit peu le pitch de cette saga. On a beaucoup d'inspiration de One Piece pour ceux qui auront reconnu le début de l'histoire, parce que c'est au-delà de mon manga favori, on parle, je pense, d'une sacrée œuvre quand même bien, bien ficelée en termes de narration, de développement. Et j'ai voulu m'en inspirer parce que c'est une vraie base quand on veut construire une histoire avec vraiment un univers varié. Et là-dessus, en fait, je mise beaucoup sur la psychologie des personnages parce que je pense que c'est le plus important dans une histoire. Ouais. Et les rebondissements et les flashbacks aussi sur justement ce que je disais tout à l'heure, le fait de donner un passé à tous les personnages sans exception, ce qui fait qu'il y en a qui peuvent ne pas paraître importants, mais que du jour au lendemain, on se retrouve à avoir un flashback sur lui et on se rend compte qu'il n'est pas si inimportant que ça. Et juste rapidement, tu parles du coup que tu dis que tu as une énorme inspiration, notamment venant de One Piece, et on le ressent aussi dans le personnage de Chris Riders, notamment au niveau du caractère. Il a c'est un personnage finalement assez pur, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est déjà un parti pris assumé? Et aussi, tout à l'heure, tu parlais des comics. Est-ce qu'il y a une inspiration venue vraiment des États-Unis ou tu t'es vraiment limité à l'univers comics en général? En fait, justement, quand on se pose la question de... j'ai dit tout à l'heure, je me suis basé en fait plus sur l'inspiration, le climat, l'ambiance japonaise et asiatique pour ce roman, mais l'histoire se passe dans un pays fictif à consonance américaine, avec des noms américains, avec des termes américains, des lois américaines, un régime présidentiel américain. Mais en fait, c'est un mix des deux, dans le sens où, pour répondre à la question, Chris Riders, en fait, oui, c'est un parti pris de montrer, parce que le héros a 19 ans quand il est adulte et qu'il rentre dans cet univers de la bataille pour la suprématie, pour trouver l'héritage du fondateur Peter Pevery. Il a 19 ans, et à 19 ans, en fait, on est non seulement adulte, mais on n'est pas encore totalement sorti de l'adolescence. Donc, en fait, on est dans ce pivot entre l'adolescence et l'âge adulte, ce qui fait que il peut paraître pur parce que finalement il a que 19 ans, mais en même temps, vu les responsabilités qui lui tombent dessus, le pouvoir qu'il obtient, les ambitions qu'il a de mettre fin à cette bataille pour la suprématie et à trouver l'héritage de Peter Pevery, fait de lui un adulte qui est censé être accompli, parce qu'en face, il y a aussi des gens qui sont accomplis, c'est ses ennemis, peut-être potentiellement ses alliés. Et j'ai voulu en fait avoir ce côté, il est pur, c'est vrai, il est innocent, il est insouciant, parce qu'il a 19 ans encore, il n'est pas totalement mature, mais en même temps, il est obligé de l'être. Pour ce livre-là qu'on peut afficher à la caméra, hein, si tu le veux bien, oui, bien sûr. Sur Bataille pour la suprématie, voilà, le tome 1, qu'on vous fera gagner en concours sur le média Talk Foot. Voilà, on va organiser ce concours incessamment sous peu. Alors, bien entendu, vous ne participerez pas, faut pas déconner non plus. Oh, quel dommage. C'est pour les abonnés de la page Talk Foot. C'est Abdou qui va organiser le concours parce que Imran n'a toujours pas reçu son mug qu'il devait gagner. Voilà, il n'a toujours pas reçu son mug. Toujours pas bu de café depuis ce jour-là d'ailleurs. Exactement, un mug qui est censé être aux couleurs du logo qu'on voit en haut à droite de l'écran Talk Foot, et malheureusement tu bois encore dans un verre en plastique. Donc c'est la question qu'on peut se poser, et on est bientôt à la fin de l'année et tu n'as toujours rien. Donc peut-être que quand tu en regagneras un, et bah, tu devras atteindre la 3e année. Et donc, ça fera. À ce moment-là, ça, il n'y aura plus. Hein. Voilà, exactement. Mais maintenant, par rapport à ce livre-là, Bataille pour la suprématie, tu as mis combien de temps pour écrire ce livre-là? Combien de temps ça met pour écrire un tel roman? Quand on est un auteur qui n'a aucune expérience dans le monde de l'édition, qu'on est amateur et qu'on veut écrire un livre, si on sait ce qu'on veut écrire, on a juste à avoir cette méthodologie, à apprendre comment le faire, parce que tout le monde peut écrire, mais il faut écrire bien pour sortir son roman, que ce soit en maison d'édition ou, dans mon cas, en auto-édition, pardon. Il faut avoir cette méthodologie, apprendre à écrire, apprendre à construire un plan d'une histoire, parce que c'est ça le plus important. Même si on a 2 types d'auteurs qu'on appellera auteurs jardiniers ou auteurs architectes. Jardinier, au fur et à mesure qu'on écrit, on a les idées, on les rajoute. Architecte, on sait déjà de A à Z ce qu'on va faire. Finalement, tout le monde est les deux,
parce que on est architecte d'abord en faisant son plan, ce qui est très important, Ouais. et on rajoute au fur et à mesure des éléments parce qu'on a une idée entre-temps, parce que quand on écrit et qu'on a du plaisir à l'écrire, c'est l'histoire qui commande, c'est les personnages qui décident finalement, c'est eux qui s'écrivent tout seuls, donc on s'adapte. Et moi, dans mon cas, j'ai mis 7 ans à l'écrire. Pourquoi ? Parce que c'est une saga, parce que j'ai mis du temps à vraiment savoir ce que je voulais écrire et où je voulais aller. Donc ça a mis 7 ans à sortir ce premier tome, c'est mon tout premier, mais le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, parce qu'il y aura 6 tomes, donc c'est le premier de 6 tomes, arrivera normalement l'année prochaine si tout va bien. Donc on est sur une base quand on sait ce qu'on veut et où on veut aller et qu'on veut écrire qu'un seul roman. Sur une année, on peut le faire. Sur une année, tu penses que c'est possible ? Sur une année, c'est possible d'écrire un roman. Et ensuite, la question de la publication vient après sur comment on publie. Mais pour écrire un roman finalisé avec toutes les corrections et autres, sur une année pleine, c'est possible. J'ai une question pour toi, du coup. Ton livre est, je trouve, assez visuel. C'est-à-dire qu'il y a énormément de descriptifs. On sent vraiment que tu as envie de mettre un point d'honneur à nous emmener dans ton univers, à nous décrire tout ce qui se passe comme si finalement c'était une vidéo, un film ou quelque chose comme ça. Et du coup, toi, dans ton approche et dans les prochains tomes aussi, est-ce que tu vas rester sur ce truc-là ou bien c'est juste le temps du premier tome où tu vas te dire je suis très très visuel dans mon approche finalement et dans mon écriture et maintenant qu'ils auront les repères, j'aurai peut-être moins besoin de travailler cet aspect-là. Je pense que c'est mon style d'écriture qui sera présent dans tous les romans que j'écrirai parce que j'ai cette inspiration des auteurs britanniques, que ce soit Tolkien ou J.K. Rowling, où en fait on prend le temps de décrire son univers. Alors on n'est pas sur Tolkien qui met 4-5 pages à décrire une forêt, mais ça c'était aussi une autre époque où les gens n'avaient pas internet pour se visualiser ce dont on veut parler, donc il faut vraiment décrire dans les détails. Là les gens ont internet, il y a la télévision, on sort, on peut voyager même sans voyager avec Google Maps, donc j'ai pas besoin de détailler vraiment dans le détail, de détailler vraiment tout, mais j'aime bien mettre cette ambiance et ce visuel de vraiment montrer ce que je veux décrire, parce que j'ai d'abord cette inspiration manga qui est très visuelle évidemment, comics aussi, mais aussi parce que pour moi c'est le plus important. Après ça dépend, parce qu'il y en a qui préfèrent que ce soit plus auditif, ou alors il y en a qui préfèrent faire ressentir des odeurs, des choses. Moi, j'ai cette description visuelle poussée au maximum parce que je veux en fait que le lecteur s'imagine comme dans un film ou un épisode d'une série, et qu'il ait dans sa tête tous les détails, tous les décors, même l'apparence du personnage, que je laisse pas au hasard, parce que certains auteurs ne décrivent pas leur personnage, et c'est un choix, parce qu'ils veulent pas le faire, ils veulent laisser libre interprétation. Moi, j'ai voulu décrire le personnage et son style vestimentaire pour qu'on soit dedans, vraiment dedans, visuellement. Si vous avez des questions à Timothée ou Imran, n'hésitez pas. Moi, je voulais savoir, comme tu dis que tu es en auto-édition, est-ce que malgré tout, tu t'entoures de personnes pour le visuel du roman, pour même la correction, ou c'est vraiment toi, de A à Z, qui démarche les gens, qui fait ton truc tout seul, en fait ? Ça, c'est une bonne question concernant l'auto-édition, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il faut que je présente d'abord, pour ceux qui connaissent pas bien les types d'édition, il y en a 2 officiellement, il y en a une 3e qui est beaucoup critiquée, que je vais présenter rapidement. Alors la première, c'est la maison d'édition à compte d'édition, donc c'est le standard, on écrit un roman, on l'envoie à une maison d'édition intéressée, elle vous envoie un contrat, vous signez, vous vous asseyez, ils font tout, et vous répondez présent quand ils vous appellent pour aller faire des dédicaces, pour faire des interviews et autres, mais c'est la maison d'édition qui vous met en avant, vous et votre histoire. Ensuite, comme une maison de disques. Voilà, exactement. C'est une maison de disques, c'est pareil, c'est ça. Et ensuite, pour faire le parallèle avec la musique, on a le label qui est la collection du livre dans la maison d'édition. Ou alors, si on a notre propre, entre guillemets, collection on veut, parce qu'on fait plusieurs sagas, plusieurs histoires dans un seul univers, donc ça fait une collection comme Harry Potter avec Wizarding World,
qui appartient du coup à Warner maintenant, Warner Bros. Donc, l'auto-édition, donc, c'est le fait de s'éditer soi-même. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes l'éditeur et contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas seul quand on fait de l'auto-édition. Parce que, comme je l'ai dit, on est nous-mêmes l'éditeur, mais un éditeur n'est pas seul. Donc, il faut se entourer de graphistes, d'illustrateurs, parce que, en plus, moi qui aime bien le visuel, j'ai voulu faire une couverture très, très, très visuelle, similaire à une BD, parce que, justement, ça m'a été... on m'a conseillé, on m'avait dit, attention quand même, que ce soit pas trop BD, parce que ça peut faire fuir, on peut se dire, c'est pas un roman. C'est un risque que j'ai pris, finalement, c'est passé, parce que personne ne m'a dit que la couverture était mauvaise, tout le monde l'a aimé, donc ça c'est ma plus grande fierté, que d'avant qu'on ouvre le livre, on se dise waouh. Ouais, ça tape à l'œil quand même. Ça, voilà, ça me attire le fait plaisir. regard. Cool. Ça me fait plaisir. Et du coup, on s'entoure de graphistes, d'illustrateurs, de bêta-lecteurs qui lisent avant qu'on sorte le roman en avant-première, le texte qu'on écrit, et qui disent ce qu'il faudrait changer pour que ce soit professionnel. Et on a aussi beaucoup d'auteurs aussi, camarades qui donnent des conseils, qui soutiennent et qui sont là. Donc, comme on est aussi notre propre éditeur, quand le livre sort, c'est pas fini. Il faut faire la promotion, il faut appeler des libraires, il faut démarcher des journalistes, faire des chroniqueurs. Donc, on n'est jamais seul. Et finalement, le succès d'un auteur auto-édité, quand il a du succès, c'est peut-être... c'est peut-être rabaissant de le dire, mais le succès d'un auteur auto-édité ne reviendra pas à l'auteur, parce que au final, son histoire est peut-être bien, mais pour qu'elle ait touché ses lecteurs, c'est tous les gens qui l'ont accompagné qui permettent de lui donner du succès. Alors que dans une maison d'édition, le succès lui revient pleinement parce que la maison d'édition est habituée, elle a déjà sa base, ses réseaux. Donc, c'est même pire, c'est que si l'auteur n'a pas réussi dans une maison d'édition, c'est même pas sa faute. C'est la maison d'édition qui a mal fait son boulot parce qu'elle n'a pas trouvé les lecteurs de l'auteur. Et je parle pas en termes de vente ou autre parce que c'est pas forcément des ventes qui font le succès d'un livre. Et donc, il y a la troisième... voie d'édition qui est l'édition à compte d'auteur, qui est donc une fausse auto-édition et une fausse maison d'édition. Donc c'est le mix des deux qui est un petit peu une escroquerie entre guillemets, sauf quand on sait pleinement ce qu'on fait. C'est une maison d'édition mais qui vous demande de payer, vous, au lieu de payer, elle, tous les frais. Donc, on pourrait dire que c'est une maison d'édition participative, mais les frais sont tellement gros par rapport à ce qu'ils engagent naturellement que c'est une arnaque. Donc, sauf quand on veut le faire et qu'on le sait. Parce que généralement, ils disent pas que c'est pas très bien ce qu'ils font. Et souvent, la plupart du temps, ils crachent sur l'auto-édition parce qu'ils savent que les gens peuvent s'éditer soi-même et ils passent plus par eux, donc ça les fait chier pour dire ça clairement. Est-ce que du coup le business des maisons d'édition n'est pas en train de s'essouffler aussi, et est-ce que du coup toi, comme t'as pris le parti d'être un auto-éditeur, est-ce que au niveau de tes camarades, de tes compères aussi, c'est pas en train de monter en flèche ce concept-là du coup? Justement non, parce que avant même qu'il y ait une vraie prévention cette année et fin d'année dernière là-dessus, les tarifs étaient excessivement élevés et il n'y a pas beaucoup de monde qui pouvait se permettre en fait de s'offrir ces services-là de maison d'édition à compte d'auteur. Donc c'était pas très en vogue. Et ça n'a jamais fait de concurrence à une maison d'édition standard parce que leur but à eux, c'est de prendre de l'argent comme une entreprise, de faire du profit. Donc vous imaginez bien qu'ils vont pas faire beaucoup de tirages, donc d'impression de livres au début, donc pas beaucoup de stock, qui vont pas faire beaucoup de promotion, ils vont faire le minimum pour économiser le plus de sous sur ce que vous avez donné et faire leurs bénéfices et voilà, leur marge. Et 2023 est une bonne année pour les maisons d'édition parce que les Français lisent de plus en plus et surtout les jeunes, qu'ils soient au collège, au lycée et même à la fac, on a un essor de la romance. Les femmes, les filles qui aiment énormément lire de la romance
C'est de nos jours, on a l'explosion avec TikTok et le fameux BookTok où la plupart du temps des filles justement qui lisent de la romance font des vidéos sur ce qu'elles ont lu, ce qu'elles aiment pas et font des recommandations littéraires. Et on a aussi ça avec le Booksta sur Instagram. Donc on a une explosion quand même de la lecture en France. Et je voulais ajouter que moi j'ai pris le parti de l'auto-édition premièrement parce que j'ai 6 tomes pour un primo-romancier, donc quelqu'un qui a fait un premier roman. Je ne vois aucune maison d'édition capable d'accepter de prendre un risque sur 6 tomes qui sont même pas finis d'être écrits pour un auteur qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que je me suis lancé directement en auto-édition, même si j'ai envoyé ce premier tome aux maisons d'édition pour prendre la température. Et surtout, il y a quelque chose, et ça c'est quelque chose que je commencerai à dire quand on me laissera la parole, c'est que les maisons d'édition françaises, surtout dans le domaine de la fiction, peu importe qu'elle soit fantasy, science-fiction, fantastique, etc., peu importe, a tendance à mettre en valeur les romans anglophones, donc étrangers, à récupérer les droits des romans étrangers parce que ça se vend très bien aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs, et à récupérer leurs droits, faire une traduction et le publier en France. Donc beaucoup de maisons d'édition très connues en France ont des titres étrangers, d'auteurs étrangers, alors qu'en France, on a des auteurs très qualitatifs qui pourraient proposer un univers exceptionnel et on peut, je pense, avoir un Harry Potter français. Malheureusement, les maisons d'édition ne laisseront pas cette chance-là, en tout cas pour la plupart, à un tel projet, une saga de 4-5 tomes, il s'arrête à 3. C'est déjà bien de publier des trilogies d'auteurs français, mais on voit plus d'auteurs étrangers dans les maisons d'édition françaises. Donc moi, la question que je me pose pour finir sur cet aspect-là, qui est devenu le pays de Voltaire. Voilà. Très bonne question. Juste, ce sera ma dernière question. Tu as laissé pas mal de flou autour de ton univers et de ton histoire sur les réseaux sociaux. Notamment un en particulier qui est sur la couverture. Tu dis qu'il y a un énorme indice sur la fin, du coup de ton histoire. Est-ce que c'est la balle du coup qui se trouve à la place du I de bataille pour la suprématie, ou c'est autre chose que je n'aurais pas bien vu? Parce que moi aussi du coup j'ai essayé de chercher et c'est la seule chose que je vois. Alors, évidemment, déjà pour bien contextualiser de quoi tu parles, j'enverrai la couverture en haute définition pour qu'on puisse l'afficher pendant que j'en parle, comme ça les gens pourront essayer de trouver. J'ai laissé beaucoup de flou dans mon histoire parce qu'évidemment on est sur une saga et un premier tome, donc il y a beaucoup de mystères qu'il faut introduire, sinon le lecteur ne va pas continuer à lire les prochains tomes. Et étant un grand fan évidemment d'enquête, de polar, les Alfred Hitchcock et autres, et de One Piece où il y a beaucoup de mystères et donc de théories possibles. Voilà, on n'est pas fini encore. Ah, voilà, exact. Et donc on a ce qu'on appelle des foreshadowing, voilà, qui n'existent pas depuis 10 ans comme beaucoup de gens le pensent, mais qui existent depuis même le XXe siècle avec le fusil de Tchekhov, qui est le fait en fait de mettre sous le nez quelque chose et le lecteur ou le spectateur se rend compte en fait que depuis le début c'était un élément important, alors que on le voit une fois, 2, 3, 4 dans le film, peut-être même pendant tout le film. Et c'était l'élément de base du film. Grosse habitude des Shiroda. Voilà. Et c'était aussi une grosse habitude d'Alfred Hitchcock dans ses polars. Et peut-être qu'Oda est fan d'Alfred Hitchcock, c'est possible aussi. Et donc moi, j'ai voulu commencer dès le début avec cette couverture où on a un élément du coup sur la couverture. Abdou dit que c'est la balle qui est dans le titre. Alors, non, ce n'est pas la balle. Alors, c'est le métal. Je m'arrête là-dessus pour évidemment pas donner d'indices, mais oui, dans cette couverture, il y a quelque chose de très important. En quoi, pourquoi, comment, etc. Ça, on le découvrira. À vous de le lire. Voilà. À vous de le découvrir et de comprendre après, au fur et à mesure quand vous lirez, pourquoi c'est important. Mais voilà, pour répondre, je pense que c'est des petits jeux aussi qui comptent.
Tu parlais tout à l'heure de tes inspirations, que ce soit sportives ou manga, mais à part One Piece, là tu as un polo de Naruto, est-ce que tu as d'autres mangas qui ont su t'inspirer dans ton écrit? En termes d'autres inspirations, du coup, si je sors de One Piece et des comics, du sport, on a une saga littéraire, Le Clan des Otori, qui est en fait une saga de 5 tomes de fantasy médiévale. Et donc on est dans un Japon sous l'ère Edo, avec un orphelin, enfin un enfant de 16 ans qui vit dans une communauté recluse et qui se fait attaquer par le seigneur en fait du pays. Son village est décimé. Il est le seul survivant parce qu'il est sauvé par un inconnu. Donc l'histoire commence là-dessus. Et le but de cette histoire, en fait, c'est tout simplement qu'il prenne sa revanche et qu'il prenne en main un destin en fait qui lui joue des tours. Et donc le destin, c'est tout le principe de ma saga. Le roman, la saga s'appelle Bataille pour la suprématie, mais le premier tome, c'est l'appel du destin. Donc on a beaucoup ce côté destiné. Est-ce que ça s'impose à nous? Est-ce qu'on décide de notre destin, etc. C'est tout l'enjeu de la saga. Et donc le Clan des Otori de Liane Hearn, qui est une saga littéraire. On a aussi d'autres mangas, évidemment. Donc il y a c'est plus en fait des passages de mangas qu'on pourra reconnaître parce que je m'en suis inspiré. Donc évidemment il y a du Naruto, il y a du Dragon Ball en termes de stature que peut prendre le héros à un moment donné, parce que Goku c'est quand même quelqu'un dans le game, c'est le chef. voilà, c'est le chef dans le shonen neketsu dans les mangas. Donc on a aussi donc les comics, je l'ai dit. On a des films aussi, parce que j'aime énormément les polars, comme j'ai dit, et donc Le Parrain, qui est ma trilogie Classique. Voilà, ma trilogie favorite de toute saga confondue. Le premier Parrain, c'est mon film favori, tout confondu. Donc on a une ambiance un peu mafieuse à un moment dans la saga. Ouais. Donc c'est une compilation de tout ce que j'ai pu aimer dans ma vie, que j'ai pu mettre dans cette saga. Est-ce que tu as une dernière question, Imran, ou... Pas dernière question, mais plutôt une interrogation. Est-ce que à l'avenir, je n'envisagerais pas, par la voie de la lecture, d'être une des principales voix de Chelsea en France, dans le sens où peut-être une histoire du club écrite par toi avec tes talents d'écrivain pourrait apparaître, dans le sens où aussi tu pourrais peut-être être la voix des joueurs français à l'étranger qui aimeraient s'ouvrir sur le club et sur en général le football en Angleterre. Ça m'intéresserait beaucoup en fait d'écrire à terme, peut-être pas une encyclopédie, mais une ambiance de ce qu'est Chelsea, de ce qu'on attend d'un joueur de Chelsea, de qu'est-ce que c'est Chelsea au présent. Donc en reprenant évidemment son histoire, parce qu'il faut présenter le club. Mais à terme, ouais, j'aimerais bien écrire quelque chose sur Chelsea, un vrai roman, ou même un fascicule, un guide qui décrit ce qu'est Chelsea, ses valeurs. Et puis il y a eu beaucoup de choses intéressantes ces dernières années concernant Chelsea. Il y a eu le rachat, il y a eu la deuxième Ligue des Champions. Et puis il y a beaucoup aussi d'événements à Chelsea qui sont intéressants et qu'on pourrait retranscrire. Il y a du bon, il y a du moins bon, vraiment du très très moins bon, même je dirais, dans l'histoire de Chelsea. Donc que ce soit dans les années 90, 2000 ou même récemment avec 2015, le fameux passage du métro. Donc oui, ça à terme, franchement, ça me ferait plaisir. J'ai déjà pu montrer ce que je pourrais faire en écrit sur Chelsea, donc avec une page de foot Chelsea, donc que Talk Foot a pu rencontrer, croiser plusieurs fois avec des interventions, donc 100% Blues sur Twitter, dont tu as fait partie, Imran, aussi. Donc tu as pu voir qu'on a un potentiel à ce niveau-là, donc la question est pertinente venant de ta part en plus. Donc à voir dans le futur si ce que tu as pu voir pourra se concrétiser là-dessus. En tout cas, c'est beaucoup de promesses et
Aussi, je pense que Chelsea, en France, c'est un club qui est extrêmement incompris. Oui, moi je pense aussi. Qui a eu le malheur Mm. d'être associé négativement au nom d'Arsenal. Dans le sens où Arsenal, c'est le gentil. Mm. Bien Chelsea, c'est le nouveau, c'est le méchant, c'est celui qu'on ne connaît pas trop, c'est ce Le nouveau club-là riche. qui arrive. Le nouveau riche. Le nouveau On sait riche, très ouais. bien qu'en Ouais, France, en vous êtes plus, les premiers nouveaux riches. Hein. Eh c'est oui. très bien qu'en plus en France, On n'aime pas la ça. figure du riche, On n'aime pas. c'est détestable. Demande au Mm. PSG. Ouais. Euh, Voilà. tout Moi, c'est simplement. ça, c'est le principe d'une histoire, avoir un gentil et un méchant. Voilà. Exactement. En tout cas, on te remercie, Curtis, de nous avoir présenté ce livre Bataille pour la suprématie. Et la dernière question que je te pose, c'est où est-ce qu'on pourra te retrouver pour te faire dédicacer ce livre? Alors, pour l'instant, j'ai pas encore de dédicace annoncée dans le futur, mais ça pourrait venir. J'essaye de me faire connaître localement d'abord dans mon département, donc les Yvelines. Et où est-ce qu'on peut me retrouver en attendant? Pour l'instant, c'est sur les réseaux, donc sur Twitter avec l'arrobase YC is writing, donc YC is writing, donc YC écrit, et sur les réseaux Instagram, donc pour Booksta et TikTok, BookTok, ce que je disais, c'est le même arroba, sauf que cette fois c'est plus qui écrit, mais l'écrivain, donc YC the writer, donc YC the writer en anglais. Et donc sur Insta, je donne énormément d'informations. C'est un petit peu comme mon site en fait, hein, sur l'actualité du livre, sur ce qui est prévu pour la suite. On parle aussi par moment de techniques d'écriture pour ceux qui veulent apprendre à écrire. C'est des techniques reconnues par la majorité des auteurs, par des maisons d'édition, par beaucoup d'acteurs de la maison de la chaîne du livre, du monde du livre. Et on parle surtout aussi d'ambiance en termes de quand on a un projet, dans quelle ambiance on doit se mettre, sur la mentalité qu'il faut avoir. Donc, je pense que c'est apprendre dans tous les domaines sur comment, en fait, je peux me préparer Ouais. à aller jusqu'au bout pour mon projet. Donc, on n'est pas dans un truc de développement personnel que moi, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas le fait de dire je fais un contenu sur le développement personnel parce que je pense que c'est pas un terme exact. On est plus sur moi, j'ai fait ça et je t'explique comment je l'ai fait. Après, à celui qui m'écoute de prendre ce qu'il veut prendre et de prendre ce qu'il veut pas prendre concernant son domaine à lui. Si, par exemple, quelqu'un veut être footballeur professionnel, parce qu'on parle de foot, dans quel état d'esprit on se met? Moi, pour mon livre, j'ai fait ça, ça, ça. Maintenant, s'il y a des trucs intéressants à prendre pour toi, pour le foot, tu peux le prendre. Voilà. Voilà. En tout cas, on espère que cette saga aboutira et pourra peut-être, pourquoi pas, prendre la place de J.K. Rowling. J'espère bien. On On espère a bien. hâte du tome 2 surtout, parce que la fin elle est vraiment hypante pour avoir lu le livre. Vraiment, c'est l'une de mes plus chaudes recommandations, n'hésitez vraiment pas. Je dis pas ça parce que c'est lui qui l'a écrit ou parce qu'il est là, mais vraiment, si vous avez envie de vous dépayser un petit peu, comme je vous l'ai dit, dans son écriture, il y a quelque chose de très visuel aussi. Donc au final, ce sera pas du temps perdu, ce sera vraiment, vous allez vraiment plonger dans un univers à part.